Mon père a annoncé la nouvelle sur un ton aussi banal que s'il commentait la météo. Calme, décontracté, définitif. On va récupérer l'espace de ton bureau. Moi, c'est Léa, 24 ans, développeuse web en freelance. Je suis la fille qui répare tout dans cette maison, celle dont il pense qu'elle pliera toujours sans jamais se plaindre. Ma fourchette est restée suspendue en l'air pendant que Lucas, mon frère, ricanait en sirotant son soda. Maman a ajouté que les abonnés de Lucas avaient besoin de place, c'est 38 abonnés, pour être précise. J'ai gardé une voix stable en répondant que je viderais les lieux le lendemain, mais quelque chose s'est brisé en moi. Cela faisait 3 ans que je passais des nuits blanches et des semaines de 60 heures dans ce garage aménagé, chaque facture envoyée, chaque client gagné et chaque rêve construit venait d'être balayé en une seule phrase. J'ai fixé mon assiette en respirant lentement, sans colère apparente, sans faire de scène, sentant simplement un basculement silencieux dans ma perception des choses. Ils pensaient que j'allais argumenter ou capituler, mais ils ne voyaient pas la porte qui s'ouvrait déjà dans mon esprit. Ils imaginaient que j'allais m'installer à la cave, alors que j'étais déjà en train de choisir une autre adresse. Les gens pensent que ce garage n'était qu'une pièce, mais c'était le seul endroit de cette maison où j'existais pour moi-même, là où chaque bug corrigé à 2 heures du matin et chaque contrat signé permettait de payer les factures de la famille. Ce n'était pas nouveau, tout avait commencé des années plus tôt quand, à 16 ans, j'avais économisé des mois pour un ordinateur portable alors que Lucas recevait le dernier iPhone simplement parce que les jeunes en ont besoin. Pendant mes études, j'enchaînais 2 boulots étudiants alors que Lucas ratait son BTS 2 fois de suite, et mes parents blâmaient les professeurs plutôt que son manque d'effort. Quand la chaudière est tombée en panne l'hiver dernier, j'ai sorti 200 € de ma poche et ils m'ont appelé leur ange avant de m'oublier la semaine suivante. Quand la boîte de vitesse de la Peugeot de mon père a lâché, j'ai couvert les 1800 € de réparation et il a promis de me rembourser rapidement, ce qu'il n'a jamais fait. Quand la voiture de maman a calé sur le périphérique, je suis allée la dépanner moi-même et elle m'a remercié avec des restes de dîner. Je me disais que c'était ça, la famille, qu'ils avaient besoin de moi, mais la vérité était plus simple, j'étais l'enfant sur qui on comptait pour porter le toit, tandis que Lucas était l'enfant dont on attendait qu'il brille sans rien faire. Il célébrait ses notes médiocres alors qu'il haussait les épaules face à mes mentions très bien, excusant son chaos constant en comptant sur ma stabilité. Chaque fois que j'avalais ma blessure, je me disais que ça n'avait pas d'importance, mais la douleur ne disparaît pas, elle attend son heure à travers les fêtes, les nuits de travail et les années passées à être la personne fiable. Quand mon père a dit qu'il prenait mon bureau, il ne volait pas juste une pièce, il confirmait ma plus grande peur, mes besoins étaient facultatifs, ceux de Lucas étaient sacrés. Une fois qu'on voit cette vérité, on ne peut plus l'ignorer. Il ne s'agissait pas de perdre un garage, mais de réaliser le poids de tous les oui silencieux que j'avais donnés par le passé. Le lendemain matin, je suis restée assise dans ma voiture, moteur éteint, les mains froides sur le volant, à réfléchir car les loyers en région parisienne sont brutaux, mais rester ici l'était encore plus. Rester signifiait s'effacer, alors j'ai ouvert une application de location et j'ai commencé à faire défiler les annonces. J'ai trouvé un studio de 25 mètres carrés à Saint-Denis, avec une vieille cuisine mais une belle lumière, assez de place pour mon bureau et surtout, la paix. Le propriétaire demandait le premier mois, le dernier et une caution, soit 1500 € au total. J'avais 2000 € d'économie, ce qui n'était pas le grand luxe mais c'était le prix de la liberté. J'ai envoyé mon dossier avec mes bilans d'auto-entrepreneuse et le propriétaire m'a répondu dans l'heure pour une visite immédiate. L'endroit était petit mais sain, sans moisissure, sans cris et sans porte qui s'ouvre sans frapper. J'ai dit que je le prenais sans que ma voix ne tremble une seule seconde. De retour à la maison, je n'ai rien annoncé, j'ai simplement changé de comportement par de minuscules rébellions. Le mardi, je n'ai acheté que du lait et du pain au lieu de faire les grosses courses habituelles et quand maman a regardé le sac avec confusion, j'ai juste dit que le budget était serré avant de m'en aller. Quand le Wi-Fi a coupé, je n'ai pas redémarré la box. Quand mon père a hurlé parce que l'imprimante ne marchait plus, je n'ai pas bougé. Quand Lucas a demandé que je l'emmène quelque part, j'ai continué à boire mon café en lui indiquant que le bus était juste au coin de la rue. Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. La maison fonctionnait grâce à mon travail invisible et dès que je l'ai retiré, le système a commencé à s'enrayer. La nuit, je déplaçais mes objets de valeur vers le studio,
quelques cartons à la fois, mon ordinateur, mes contrats, mes outils, tout ce sur quoi j'avais construit ma vie. Le jeudi, la pelouse était haute, l'évier débordait et le Wi-Fi était instable. Maman stressait, papa était irrité et Lucas était perdu. La machine se brisait et je me sentais devenir légère, me détachant enfin des années d'attentes étouffantes. Pour une fois, les calculs n'étaient pas contre moi, ils me criaient de partir. Ils n'ont pas remarqué la distance qui s'installait, ils ne voyaient que les corvées non faites. La rupture définitive a eu lieu l'après-midi suivant quand mon père est entré dans le garage avec un mètre ruban pour m'annoncer qu'il avait vendu mon établi à un collègue qui viendrait le chercher le lendemain. Tout en moi est devenu de glace. « Tu as vendu mon établi ? Celui que j'ai payé avec mon argent ? Ai-je répété. Il a grimacé mais a continué en disant que Lucas avait besoin d'un vrai bureau de gaming et que de toute façon, je déménageais à la cave. C'était enfin dit, mon travail et mes outils étaient considérés comme des biens communs et mes besoins étaient inexistants. Il a ajouté qu'il me donnerait 50 € sur la vente. J'ai répondu de les garder, de considérer cela comme un investissement de plus dans la carrière de Lucas. Dès qu'il est parti, j'ai loué une camionnette pour le samedi matin. Ce soir-là, j'ai fait ma valise sous les yeux de mon père qui me demandait ce qui se passait. Je déménage demain, ai-je dit simplement. Il a explosé en disant que c'était ridicule, que je réagissais de manière excessive et que nous étions une famille. La famille comme une laisse, la cave comme une faveur. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris une feuille et j'ai listé mes contributions des 12 derniers mois, loyer et charges pour 7 000 €, courses pour 4 000 €, réparation et assistance technique pour 3 000 €, soit un total de 14 000 €. En dessous, j'ai ajouté, contribution de Lucas, 0 €. J'ai scotché la feuille sur le frigo. Maman est devenue livide en lisant les chiffres, balbutiant que ça ne pouvait pas être autant. J'ai suggéré de vérifier mes relevés de compte car j'avais gardé chaque facture. Mon père a pâli à son tour, tentant de minimiser le prix de la chaudière, mais j'ai rappelé le montant exact et sa promesse non tenue de me rembourser. J'ai annoncé que j'avais coupé l'abonnement Internet et que mon nom serait retiré des contrats d'électricité le lundi. Un silence pesant a envahi la cuisine. Le samedi matin, j'ai chargé mes derniers cartons sous les pleurs de ma mère, les accusations de mon père et le regard vide de Lucas tenant son anneau de lumière désormais inutile. Je n'ai pas crié, je n'ai pas listé chaque affront, j'ai juste fermé la porte du camion et tourné la clé. Dans le rétroviseur, il semblait soudain tout petit, une maison pleine de gens qui allaient enfin devoir assumer leurs propres factures. La première semaine dans mon studio a été d'un calme assourdissant. Plus de Léa, le Wi-Fi ne marche plus, plus de tu peux regarder ma voiture. Juste mon bureau près de la fenêtre et ma vie à moi. Au 3e jour, mon père a appelé parce que le chauffe-eau faisait un bruit bizarre. Je lui ai dit qu'il y avait des tutoriels sur YouTube et que c'était ça, être propriétaire. Au 10e jour, l'appel sérieux est tombé, la chaudière avait lâché et il n'avait pas d'argent pour le réparateur. Évidemment, leur fond d'urgence, c'était moi. Après avoir identifié la panne à distance, j'ai posé mes conditions, je viendrai réparer une dernière fois, mais ensuite, nous nous assiérions pour établir un vrai budget où Lucas devrait contribuer, trouver un travail et assumer des corvées. Mon père a hésité, sa fierté luttant contre le froid, avant de dire d'accord. Une fois la chaleur revenue dans la maison, nous avons tout mis à plat sur la table de la cuisine. J'ai montré ce que coûtait réellement la vie ici. Lucas a levé les yeux au ciel en disant que c'était dramatique, mais j'ai répliqué que c'était juste des mathématiques. Il devait payer 200 € de loyer et trouver un job sous 4 semaines. Mon père, pour la première fois, m'a donné raison. 6 mois plus tard, la maison semblait différente, la pelouse était tondue, le ménage était fait et nous avions une règle de dîner mensuel sans demande de réparation imprévue. Mon père a fini par me tendre une enveloppe de 300 € en disant que c'était un début de remboursement. Quelque chose s'est apaisé en moi. Lucas a même été promu chef d'équipe dans un entrepôt et commence à comprendre ce qu'est la vie d'adulte. Je garde mes limites, je ne prête plus d'argent et je ne cours plus à la rescousse au moindre problème. Je leur rends visite en tant que fille, pas en tant qu'infrastructure. Parfois,
la chose la plus gentille que l'on puisse faire est de partir, non pas pour punir, mais pour arrêter d'empêcher les gens d'assumer leurs propres responsabilités. Partir n'a pas détruit ma famille, cela a simplement mis fin à leur habitude de vivre sur mon dos. Cette histoire résonne énormément avec la réalité de beaucoup de piliers familiaux. On voit souvent dans les familles françaises ce schéma de l'enfant hyper responsable, souvent l'aîné ou celui qui réussit le mieux professionnellement, sur qui repose toute la logistique et la charge financière, tandis qu'un autre membre de la fratrie est infantilisé et protégé de la réalité. Ce qui est fascinant ici, c'est la transition de Léa. Elle ne part pas par haine, mais par nécessité de survie émotionnelle. Le passage où elle dresse la liste des dépenses sur le frigo est un moment de vérité nécessaire. En France, on a parfois du mal à parler d'argent en famille, c'est presque tabou, mais mettre des chiffres sur des sentiments permet de briser le déni. Le fait qu'elle pose des conditions pour revenir et démontre une grande maturité, elle ne coupe pas les ponts, elle redéfinit les termes du contrat familial. C'est une belle leçon sur l'établissement des limites et sur le fait que l'aide ne doit pas devenir un dû. La fin montre que tout le monde y gagne, Lucas devient enfin un adulte et les parents reprennent leur rôle. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression d'être l'infrastructure de votre famille ou de votre groupe d'amis? À quel moment avez-vous réalisé qu'il fallait dire stop pour votre propre bien-être? Dites-le moi en commentaire, je lis tout.